Bienvenue dans cette vidéo où Franklin Nyamsi réagit vivement à une déclaration qui ne laisse personne indifférent. Un discours qui soulève des interrogations et pousse à la réflexion. Restez avec nous pour découvrir ses analyses et sa prise de position. Mais la question que je pose ce soir, c'est le président Macron nous traite de faux intellectuels à partir de quel piédestal? À l'échelle intellectuelle, parce qu'il est président de la République. Ce n'est pas ce que je lui conteste. Il l'est pour quelque temps encore. C'est d'ailleurs une fonction éphémère. Mais qu'il vienne catégoriser les intellectuels, c'est quelque chose qui n'est possible que si lui-même il en fait partie et s'il peut se comparer à nous. Moi, je ne pense pas que le président Macron soit considéré en France comme un intellectuel. Il n'est une référence ni dans l'école, ni dans l'université, ni dans la science française, dans la science internationale. Encore moins dans la science africaine, où il est inconnu au bataillon. Voilà la vérité. Il dit que les panafricanistes sont des faux intellectuels. Vous ne pouvez le dire que si vous êtes un vrai. Comme cela, au moins, vous pouvez participer à la foire aux empoignes des intellectuels. Mais à quel débat intellectuel particulier avez-vous participé? À quelle revue avez-vous donné la preuve de votre production conceptuelle extraordinaire pour venir nous regarder de haut? Bon, il dit manipulant les réseaux sociaux. Pourtant, lui-même parle sur les réseaux sociaux. Qui ne manipule pas les réseaux sociaux? Si manipuler, c'est utiliser. Mais je parle là sur YouTube, Facebook, je parle sur TikTok. Mais le président Macron également. Qu'est-ce que nous faisons d'autre, nous qui parlons sur les réseaux sociaux, que lui? Et il y a bien un compte Facebook de la présidence de la République française. Il y a un compte X de la présidence de la République française et du président Macron. Il est sur les réseaux sociaux, oui ou non? C'est nous qui avons élaboré le concept de guerre informationnelle ou c'est lui? Voilà quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux comme nous. Il parle sur ses réseaux sociaux, nous parlons sur les nôtres, il dit que nous manipulons. Mais qui ne manipule pas? En effet, pour ouvrir une caméra sur Facebook, tu manipules les réseaux sociaux. Pour ouvrir une caméra sur YouTube, tu manipules, tu utilises tes doigts là pour manipuler. Qui vient sur les réseaux sociaux sans un effort de manipulation, ne serait-ce que de ces logiciels, de ces machines? Nous utilisons tous les réseaux sociaux pour faire connaître nos idées. Le président Macron ne fait pas quelque chose de différent. En plus, sa conférence devant les ambassadeurs était retranscrite sur les réseaux sociaux. Pourquoi lui serait-il légitime pour parler sur les réseaux sociaux et pas nous? Il peut nous porter la contradiction, mais pourtant, sa tendance et sa propension, c'est de chercher des moyens pour nous interdire de parler. Quand on a la conviction d'être capable de faire face à un débat, on ne passe pas son temps à faire fermer les chaînes des autres. Vous avez une chaîne YouTube, vous avez une chaîne Facebook, vous avez une chaîne TikTok, vous pouvez me critiquer, Monsieur le Président Macron. Mais moi aussi, je peux vous critiquer. Vous gardez votre chaîne, je garde la mienne. Je viens écouter ce que vous dites sur la vôtre, si j'ai envie. Vous venez écouter ce que je dis sur la mienne, si vous en avez envie. Or, vous, votre propension, votre stratégie, c'est de trouver des motifs, c'est de faire des montages pour fermer nos comptes YouTube, nos comptes TikTok, nos comptes Facebook, etc. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, dit un dicton de ce pays. Oui ou non? Donc, en quoi est-ce que nous manipulons les réseaux sociaux si ce que nous disons est vrai? Peut-on dire que l'Afrique est souveraine alors qu'elle est occupée par des bases militaires étrangères? Non. Peut-on dire que l'Afrique est souveraine alors qu'elle est occupée par une monnaie étrangère? Non. Peut-on dire que l'Afrique est souveraine alors que des puissances étrangères imposent des dirigeants africains contre la volonté des peuples africains? Non. Peut-on dire que l'Afrique est souveraine alors que les civilisations africaines sont passées par perte et profit et qu'on veut laver complètement le cerveau des Africains pour en faire les adorateurs des terres sacrées des autres et des gens qui méprisent leur propre terre sacrée africaine? Voilà les thèses que nous défendons, Monsieur Macron. Démontrer qu'elles sont fausses. Montrer que la France aurait pu être souveraine en restant une colonie allemande ou en restant une colonie américaine. Venez le démontrer. Venez démontrer que si le dollar était resté la monnaie de la France serait un pays souverain. Venez le démontrer, puisque il s'agit pour vous de montrer que nous sommes faux. Vous êtes vrais. Venez démontrer que si en France, c'est le président américain qui désigne
le président de la République à la place du peuple français, on peut dire que ce peuple français-là est encore libre. Venez le démontrer, parce que ce sont ces thèses que nous défendons. Des thèses qui sont aisées à asseoir scientifiquement. En quoi pouvez-vous juger que nous, on est des faux et que vous, vous êtes vrais? Alors que ce que nous disons est vrai et que ce que vous, vous dites est faux. Alors, le président Macron évoque les intérêts de la Russie. Mais écoutez, soyons sérieux. Entre les citoyens français, entre la classe politique française et les panafricanistes, il y a quelques-uns qui ont des liens, eh bien, avec la Russie, des liens de coopération, des liens de collaboration. Moi, je n'en suis pas. D'accord? Mais ceux qui ont ces liens-là, est-ce qu'ils sont les seuls au monde à avoir des relations avec la Russie? Si ma soeur bien-aimée Nathalie Yam est bien reçue en Russie, en quoi ça concerne la France? En quoi c'est votre problème? Quand M. Sarkozy allait là-bas gagner des centaines de milliers d'euros, vous avez dit quoi? Quand M. Fillon, ancien Premier ministre français, s'est retrouvé au conseil d'administration d'un groupe gazier et pétrolier public russe, vous lui avez fait quoi? Lorsque les grandes firmes industrielles françaises, comme Total, comme Leroy Merlin et consorts, sont allées gagner massivement de l'argent en Russie, et certaines continuent, qu'avez-vous dit? Moi, je suis allé en Russie une fois, au mois de décembre 2023, et j'ai été frappé du nombre d'hommes d'affaires français, pas d'origine africaine comme moi, mais d'hommes d'affaires français qui avaient dans les avions pour aller à Moscou. Et dans l'avion, je leur dis, mais vous, on ne vous menace pas? On dit non, nous, comme on vient pour les affaires, on ne nous menace pas. Vous, on vous soupçonne de faire la propagande de Poutine. Et je lui dis, mais quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves que vous avez? Vous pensez que moi, si j'étais payé $1 million par Poutine, je serais encore assis là à travailler pour un salaire de fonctionnaire français? Qu'est-ce que je foutrais avec un salaire de fonctionnaire français? Je leur ai posé la question dans l'avion. Vous pensez que si moi, je voulais et que j'obtenais un contrat en $1 million de Poutine, je resterais à travailler avec, à finir ma carrière de professeur de philosophie en France? Vous me prenez pour un con? Si je voulais faire de la politique pour l'argent, d'abord, j'aurais adhéré à la classe politique de mon pays natal, le Cameroun. Et je serais sans doute l'un des Irak avec les mains, les poches pleines du sang, de l'argent du sang des Camerounais. J'ai eu une deuxième chance, cher monsieur, que je lui disais dans l'avion. Je suis citoyen adoptif de Côte d'Ivoire. J'y ai vécu, j'y ai fondé ma famille. J'aurais pu rester dans le régime d'Alassane Ouattara. Il me l'a proposé, nommément, le 23 octobre 2014. J'ai refusé. Je serais resté là-bas, j'aurais les poches bien pleines de l'argent volé aux Ivoiriens, dont Ouattara a les poches pleines. J'ai refusé. Et vous pensez que je refuse tout ça pour venir me faire corrompre en France ou me faire corrompre en Russie? Il vaut mieux être corrompu dans son pays, c'est plus simple. Parce qu'au moins, c'est l'argent de ton pays que tu voles. Si on te punit pour ça, ah, tu as mangé, comme le disait le président ATT, mais c'est un père de famille, là, on va le punir quand même, mais c'est l'argent de son pays. Oui! Si tu veux être corrompu là, sois corrompu dans ton pays, ne va pas être corrompu dans le pays des gens. Parce qu'au moins, tu peux dire que bon, un peu de l'argent de ton pays, là, c'est pour toi. Donc, je leur ai expliqué ça. Ils étaient très étonnés. Je dis, vous venez et sortez, vous entrez et sortez de Russie, sans problème. Moi, je viens parce que j'écris des livres, parce que je publie des conférences, parce que je critique une politique. Moi, on va me diaboliser et pas vous. Pourtant, vous faites des millions de dollars ici. Moi, je ne suis pas venu pour des dollars. Je ne suis même pas venu pour des roubles ici. Hein, je vais venir là, j'ai un peu d'argent, peut-être, je sais pas, 500, 600, 700 euros. Je vais les changer en roubles pour avoir des roubles pendant mes 3-4 jours de séjour. Et puis, je repars. Je ne suis pas un homme d'affaires, moi. Je suis un intellectuel panafricaniste, révolutionnaire, au service de l'émancipation de son peuple. Et je me consacre à cela. Je connais mon créneau. Voilà la conversation dans l'avion avec des hommes d'affaires français qui allaient en Russie. Et c'était à une époque, fin 2023, où on pensait que plus personne en France n'osait aller en Russie. Ils y vont au moment où je vous parle. Au moment où je vous parle, ils y vont. Et il y a toujours des relations de coopération
à un très haut niveau entre la France et la Russie. Par exemple, le traitement du combustible nucléaire français continuait jusqu'à il y a quelque temps, je crois que ça n'a pas changé, à être fait par la Russie. Il y a des conventions, des accords franco-russes qui marchent. Et puis on nous parle de la Russie, mais la Russie a contribué à libérer la France, pas l'inverse. Historiquement, nous savons que l'armée russe, à l'époque l'armée rouge, l'armée soviétique, a contribué à la libération de la France du nazisme. Il n'y a jamais eu une action comparable de la part de la République ou même de l'Empire français pour la Russie. Donc pourquoi est-ce qu'on veut nous entraîner dans une russophobie inutile pour nous, Africains? Nous n'avons pas à reprocher à la Russie ce que les Ukrainiens auraient à lui reprocher, par exemple. Pourquoi voulez-vous que les Africains aient le point de vue des Ukrainiens dans leur rapport à la Russie? Les Africains jugent leur relation avec la Russie en fonction de l'action de la Russie en Afrique. Non pas en fonction des relations russo-ukrainiennes, qui ne sont pas la priorité des Africains. De la même façon que les relations, je ne sais pas, burkinabéo-maliennes, ne sont pas la priorité des Ukrainiens. Oui ou non? Mais donc, le président Macron recycle une accusation incroyable. Alors, moi, en tant que fonctionnaire, je ne peux pas signer un contrat avec un État pour percevoir une rémunération de cet État, tant que je suis fonctionnaire de l'enseignement en France. Je connais mes droits et mes obligations. Mais écoutez, pourquoi vous imposeriez la même interdiction à ma sœur bien-aimée Nathalie Yam, qui est une particulière, qui travaille à son propre compte, ou à mon frère, à mon jeune frère bien-aimé Kémy Seba? S'ils font leurs affaires, même en Russie, votre problème c'est quoi? Vous ne faites pas des affaires en Russie, vous? Allez demander à François Fillon de rendre tout ce qu'il a gagné en Russie. Allez demander à Sarkozy de rendre tout ce qu'il a gagné en Russie. Allez demander à Total, allez demander à Bolloré, allez demander à Leroy Merlin. Toutes les firmes françaises, à Carrefour, qui ont fait de l'argent en Russie. Faites-leur rendre gorge avant de venir emmerder les Africains. 1, 2, 3, la Russie, la Russie, la Russie. Mais après tout, les Africains ont le droit d'aller où ils veulent. Vous dites qu'il y a décolonisation. Mais vous êtes toujours en train de vouloir cloisonner le monde pour les Africains. Ah, vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. Vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. Ah bon, vous êtes allé là-bas. Ah, c'est grave. Ah, c'est grave. Mais finalement, vous dites que la République est née après la décolonisation. Vous avez des comportements coloniaux. Ah, les Africains, ils sont allés en Chine. Ah, ça, il faut le noter. Chaque fois que j'entre ou je sors des aéroports, on photocopie toutes les pages de mon passeport pour avoir une idée de tous les pays que j'ai visités. Et continuer à m'espionner. Alors que je ne fais rien que défendre des idées, promouvoir des idées, faire prendre conscience, enseigner, éduquer, exalter l'âme de mon peuple. Votre problème, c'est quoi? Donc, il fallait qu'on réponde à cette question ici. Et quand il dit les intérêts de la Russie ou d'autres, mais écoutez, un intellectuel politique, c'est quelqu'un qui prend fait et cause. Et quand vous prenez fait et cause, mais vous avez intérêt avec la cause que vous défendez. Je souhaite que l'Afrique soit souveraine. Donc, je soutiens les mouvements souverainistes africains. Je soutiens les personnalités souverainistes africaines. Je soutiens les gouvernements souverainistes africains parce que c'est la conséquence logique de mon engagement intellectuel. C'est la conséquence pratique de mon engagement théorique. Un intellectuel politique, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Mais pourquoi voulez-vous que je ne soutienne pas le Mali d'Assimi Goïta, le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré ou le Niger d'Abdourahmane Tiani, alors que la politique qu'il mène est la concrétisation des idées que je partage avec les dirigeants de ces pays. C'est la praxis de notre doctrine qui est en œuvre. Pourquoi voulez-vous que je fasse la fine bouche quand le président Assimi Goïta fait quelque chose de bon, que je me taise? Alors que cela me plaît. Quand il fait quelque chose de bon, cela me plaît. Et je le dis. Quand le président Abdourahmane Tiani prend de bonnes décisions pour le peuple du Niger et qui montre le chemin au peuple africain, qu'est-ce qui vous choque si je suis content? Puisque cela correspond à l'objectif de mon combat intellectuel. Cela correspond aux idées que je défends, parfois même comme prophète dans le désert depuis plusieurs années. 5e affirmation du président Macron,
La France n'est pas en train de disparaître en Afrique. Non, on a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. Cette affirmation, c'est même pas la 5e. Affirmation suivante, la France n'est pas en train de disparaître en Afrique. Non, on a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. Donc, le président Macron veut-il nous dire que l'armée française a décidé toute seule de quitter le Mali? Le président Macron veut-il nous dire que l'armée française a décidé toute seule de quitter le Burkina Faso? Mais même les ambassadeurs de France dans ces pays ne croiraient pas le président Macron. Le président Macron veut-il nous dire que l'armée française et l'ambassadeur de France ont décidé tout seuls de quitter le Niger? Au Niger, on a eu droit à un épisode spécial. Monsieur Ité refusant même de quitter. Mais comment vous dites non, on a choisi de bouger? Alors qu'on vous a vu refuser de bouger, vous accrocher. Au Niger, ça a été pathétique. Nous étions tous là quand même, diantre. Ces choses ne se sont pas passées sur la lune. Elles se sont passées sur la terre. Nous avons vu Ité, Sylvain, l'ambassadeur, au Niger, s'accrocher à son poste. Et nous avons entendu publiquement dire qu'il ne bougera pas. Mais la mobilisation du peuple nigérien, et du peuple sahélien, et du peuple africain, vous ont contraint à changer. Aujourd'hui, vous voulez présenter cela comme une décision que vous avez librement prise. Monsieur le président Emmanuel Macron, ce n'est pas vrai. Personne ne vous croira. Ça ne passera pas. Vous n'êtes pas parti volontairement. Vous avez été sommé de retirer vos troupes. Mais il y a 2 pays qui viennent d'apporter un cruel démenti au président Macron. Il ne lui reste plus maintenant pour cautionner ces contre-vérités que le vassal de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, et le vassal du Gabon, Oligui Nguema, sont les 2 derniers. Quand ils vont le démentir, eux aussi, c'est terminé. Je voudrais donner la parole ici au président Mahamat Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad. Il a publié aujourd'hui un court communiqué, une courte déclaration. Et il faut que cette déclaration soit connue du monde entier. Qu'a dit le maréchal président? Eh bien, Mahamat Idriss Déby Itno. Je vais vous lire ses propos. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Ils ont été publiés par ses propres soins après le communiqué de son ministre des Affaires étrangères hier. Les propos ont été publiés sur le site officiel de la présidence de la République du Tchad. Voici ce qu'a dit le président tchadien. Et ce n'est pas Franklin Yamsi Ouakameroun qui l'a dit. Ce qu'a dit le président tchadien dément la thèse macronienne selon laquelle Paris aurait décidé de se retirer elle-même. Et que Paris aurait en quelque sorte confié aux dirigeants africains le rôle d'annoncer cela d'une manière qui les arrange. Que dit le président Mahamat Idriss Déby Itno? Que dit-il? Lisons son communiqué que nous avons sous les yeux. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a dit ceci. J'ai son communiqué lumineux sous les yeux. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Emmanuel Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Signé Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Voilà ce qu'il a dit. Quand le président Macron dit on a choisi de bouger, le Tchad le dément. En moins de 48 heures, il est démenti par le président tchadien, qui dit c'est une décision qui a été prise de façon souveraine. C'est-à-dire, c'est le Tchad seul qui a décidé. Mieux, le président Mahamat Idriss Déby Itno dit en ce qui concerne le Tchad. Il nous donne un renseignement par l'expression en ce qui concerne. Il veut dire quoi par là? Qu'il y a d'autres pays qui, eux, sont soumis peut-être aux 4 volontés du président Macron. Mais ce n'est pas le cas du Tchad. De quel pays veut-il parler? Mais de la Côte d'Ivoire de Ouattara et du Gabon d'Oligui Nguema, qui sont jusqu'ici les seuls à ne pas contredire le président Macron. C'est-à-dire les seuls dont on peut dire qui ne dit mot consent.
Il dit, en ce qui concerne le Tchad, voilà ce que dit le président Mahamat Idriss Déby Itno. C'est-à-dire, ah, je ne sais pas pour les autres. Les autres, ah, allez voir. De toutes les façons, pour le Mali, le Burkina, le Niger, il n'y a pas de débat. Tout le monde sait que vous avez été contraint de partir. Maintenant, le Tchad dit, c'est nous qui vous avons contraint de partir. Il n'y a pas eu de concertation sur notre décision. Elle est souveraine. Et il ajoute, cela ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est-à-dire qu'il affirme que le président Macron ne peut pas prouver le contraire. C'est un défi. Le président tchadien défie le président français. Il le présente comme un menteur. Il dit, il n'y a aucune ambiguïté. Ici au Tchad, c'est nous qui avons décidé. Ce n'est pas le président Macron qui nous a donné l'ordre de décider. Mais un démenti cinglant est venu d'un deuxième pays, du premier ministre du gouvernement du Sénégal, qui lui n'y est pas allé du dos de la cuillère. Le président Macron devrait bien écouter les mots d'Ousmane Sonko, qui a retrouvé des accents qu'on lui connaissait, qui commence à sortir un temps soit peu de l'ambiguïté aventurière qui caractérisait son arrivée au pouvoir avec son leader, eh bien, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Écoutons donc la version, le démenti du Sénégal, donné par son premier ministre chef du gouvernement, Ousmane Sonko. Citation. Le président Emmanuel Macron a affirmé que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Totalement erronée. En français simple, c'est un mensonge. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour. Et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté. Le Sénégal a décidé seul. En tant que pays libre, indépendant et souverain. Sonko a mis boulet. Abidjan, on dit, il a Joe boulet. Allez demander le sens de cette expression à Abidjan. Sonko, il a Joe. Écoutez la suite. Le Sénégal déclare, alors il déclare, c'est-à-dire le président Macron déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité, ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Sonko continue. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Voilà Ousmane Sonko qui retrouve son cerveau. Il dit la France a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Voilà le Premier ministre Ousmane Sonko tel que je veux qu'il soit. Qu'il rejoigne clairement la vérité historique et qu'il la dise. Voilà Sonko. C'est pourquoi je vous critique. Je vous critique parce que vous ne parliez plus comme ça, Sonko Ousmane. Je vous ai nommé aventurier ambigu parce que vous n'aviez plus ce langage clair. Vous aviez fui la première ligne de la contradiction. En croyant par cela, contourner vos responsabilités historiques, elles vous rattrapent. Ousmane Sonko continue sa sortie contre le président Macron. Il dit, c'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Astaghfirullah. Vous avez entendu? Donc Ousmane Sonko déconstruit complètement le discours du président Macron. Il dément la prétention du président Macron d'avoir instruit le Sénégal de décider du retrait des troupes françaises. 2, il dément le fait que le Sénégal compte sur la France pour sa sécurité et il conteste la capacité de la France à assurer la sécurité du Sénégal et de l'Afrique. 3, Ousmane Sonko accuse la France d'être coupable de déstabilisation de l'Afrique et notamment coupable de la déstabilisation terroriste du Sahel, puisqu'elle a participé pendant 6 mois à la coalition criminelle de l'OTAN qui a bombardé la Libye
assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique et envahi le Sahel jusqu'à nos jours. Ousmane Sonko assume un élément fondamental de la vérité historique et qu'il soit félicité pour ce courage de la vérité qui lui vient à un moment inespéré. Au moment où l'Afrique tout entière avait commencé à désespérer complètement de lui, Sonko se souvient de ses devoirs. Je voudrais lui rappeler que c'est pour lui avoir rappelé que c'est comme cela qu'il fallait parler que plusieurs de ses partisans m'ont agonie d'injures sur les réseaux sociaux. Le voici de retour dans la réalité. Ousmane Sonko, sans doute parce que ça chauffe au Sénégal. Et qu'ils se rendent compte qu'au Sénégal, il leur faut prendre la réalité du pouvoir en main. Il leur faut arracher le pouvoir dans l'armée, dans les secteurs clés du pays, aux serviteurs du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux. Sonko s'en est rendu compte et une déclaration comme celle-ci annonce des jours particulièrement rudes au Sénégal. Parce que le président de PASTEF semble maintenant déterminé à aller récupérer le pouvoir réel entre les mains des faucons de la France-Afrique qui le détiennent encore au Sénégal. Je vous annonce sans le moindre risque de me tromper un probable et prochain remaniement ministériel ou bien au Sénégal. Je vous annonce sans risque de me tromper un réaménagement des forces de défense et de sécurité du Sénégal. Ça, c'est une question de jour. Je vous l'annonce. Cette déclaration de Sonko, elle ne s'adresse pas tant à Emmanuel Macron qu'au soutien du néocolonialisme français à l'intérieur de l'appareil d'État et de gouvernement du Sénégal. C'est à eux que Sonko dit « Je déterre le javelot du Gaïndé. Je déterre la lance du Gaïndé contre vous. » C'est terminé. Nous avons gagné l'élection présidentielle. Nous avons gagné l'élection législative. Nous n'avons pas peur de vous. Nous allons récupérer tout le pouvoir. Tout. Sans exception. Et l'exercer. Ça, c'est un message sénégalo-sénégalais. Contrairement aux apparences. C'est un message profondément sénégalo-sénégalais. Mais pour revenir au président Macron, il est donc désavoué. Publiquement désavoué par le Tchad. Et il est publiquement désavoué par le Sénégal. Il ne reste plus, dans toute cette histoire, que le Gabon, du vassal Oligui Nguema, et la Côte d'Ivoire, du vassal en chef, Alassane Dramane Ouattara. Il suffit que ces deux pays sortent et démentent le président français, et alors là, ce sera la bérésine. Mais que le Tchad se sente obligé de démentir le président français, que le Sénégal, pays traditionnellement proche de l'élite politique française, fasse une sortie comme celle-ci, c'est encore une preuve factuelle que le président Macron ne peut pas dire que la France se porte diplomatiquement bien. Comment la France peut-elle bien se porter alors qu'elle est démystifiée sur le plan diplomatique en plein jour par le président tchadien qu'elle a contribué personnellement à installer en 2021 au pouvoir en N'Djamena. Démystifiée par le Premier ministre sénégalais qui, avec son président, avait entamé une espèce de politique de l'ambiguïté avec l'ancienne puissance coloniale française. Si eux peuvent tenir ce langage, comment le président Macron peut-il parler de succès diplomatique? Il dit, le président Macron, que les Africains font preuve d'ingratitude à propos de la lutte antiterroriste, car beaucoup de pays africains ne seraient pas souverains sans la France. Mais comment le président Macron peut-il le dire? C'est le contraire de ce qu'il a dit dans sa propre interview du mois de juin 2017 au quotidien Le Figaro. Monsieur le président Macron, je voudrais vous rafraîchir la mémoire en citant vos propres propos. Vous avez dit ceci, citation. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Monsieur le président Macron, ce sont vos propos en juin 2017 dans le quotidien Le Figaro publié à Paris. Ces propos sont disponibles en tapant les mots que j'ai dit sur Google, on retrouve les propos. Vous avez vertement critiqué, quand vous étiez fraîchement arrivé à l'Élysée, la politique africaine de la France. Vous avez critiqué l'intervention militaire de la France en Libye. Vous avez dit que c'était un fiasco et vous avez même dit que la France avait une dette de sang envers le peuple libyen. Ce sont vos mots. Comment pouvez-vous, après avoir dit cela, en 2024, venir nous dire que les pays africains restent souverains grâce à la France dont vous avez condamné l'intervention en Afrique?
L'intervention qui a déstabilisé le Mali, le Burkina, le Niger, c'est la guerre de l'OTAN contre la Libye, menée par la France de Sarkozy, les États-Unis d'Obama, la Grande-Bretagne notamment, de Nagui Bokcha, et la Grande-Bretagne de David Cameron, et le Qatar. Parce que le Qatar était l'une des nations en avant-garde pour le saccage de la Libye. Bon, comment le président Macron peut-il dire que les pays africains doivent la souveraineté à la France, alors qu'il a reconnu que c'est la France qui les a déstabilisés? Comment la posture de pompier pyromane peut-elle se transformer en une qualité, en une vertu? Je vous déstabilise, je viens faire semblant de vous aider à vous stabiliser, et je mérite des remerciements. C'est tout simplement incongru. C'est un cynisme sans borne que de dire cela. Enfin, le dernier argument que j'ai noté, le président Macron dit qu'il faut que la France sorte de sa fixation diplomatique sur l'Afrique francophone et qu'elle s'intéresse à la diversification du partenariat vers l'Afrique non francophone et de citer des pays comme le Nigeria, le Kenya et l'Éthiopie. Mais je tiens à faire remarquer au président Emmanuel Macron qu'il y a un contentieux franco-nigérien à résoudre. La France est la puissance qui était derrière la rébellion sécessionniste biafraise, qui a causé plus de 2 millions de morts et des dizaines de millions de déplacés de guerre au Biafra, à la fin des années 60, début 70. Mais, monsieur le président Macron, il faut ouvrir à Paris le procès du génocide biafrais. Et vous vous rendrez compte qu'il y a des responsabilités directes de l'État français qui étaient derrière les forces du lieutenant Emeka Ojukwu, parce que celui-ci aurait permis à l'État français, à son capitalisme d'État du moins, de mettre la main sur les réserves pétrolières du Nigeria. Nous avons les documents de tout cela. Je ne parle ici que des choses documentées. Donc, comment va-t-il faire pour faire des affaires avec les Nigérians en cultivant cette sorte d'amnésie sur la réparation? Le Kenya, est-ce un pays dans lequel on pourra imposer les mêmes conditions de coopération qu'on avait imposées dans l'Afrique dite francophone? L'Éthiopie, vous pensez que ce sont des pays dans lesquels il vous sera facile d'imposer le franc CFA, d'imposer les bases militaires françaises, de choisir les dirigeants à la place des peuples? Vous pensez que vous allez faire ça dans cette partie du monde? Oh que non! René Descartes, le grand philosophe de la France, disait qu'il vaut mieux se changer plutôt que l'ordre du monde. C'est la politique africaine de la France qui doit changer. Car l'Afrique, elle devient ce qu'elle veut devenir. Elle est ce qu'elle veut être. Il faut en prendre acte. Que vous alliez en Afrique australe, en Afrique du Nord, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest, vous trouverez les mêmes peuples africains en pleine conscientisation, en plein réveil et éveil. Et vous ne pourrez plus mener, où que ce soit sur le continent natal de l'homme, des politiques néocolonialistes et impérialistes, monsieur le président Macron. C'est la vérité. Changez-vous, car vous ne pourrez pas empêcher les Africains de s'approprier l'Afrique. C'est vous qui devez vous changer. Conformément au précepte de Descartes qui dit « Il vaut mieux se changer plutôt que l'ordre du monde ». Ce n'est pas parce que vous irez au Kenya, au Nigeria ou en Éthiopie que vous obtiendrez des avantages comparables à ceux que vous aviez dans les 15 pays d'Afrique dite francophone. C'est terminé. Dans aucun pays d'Afrique, vous n'aurez des avantages comparables à ceux que la colonisation et la traite des Noirs vous ont conférés. C'est terminé. Et il vaut mieux prendre acte de cette mutation continentale décisive et repenser la politique internationale de la France à l'aune de cette réalité que de continuer à dire « Ah, vous ne voulez pas de nous? Ah ben on va là-bas. » Mais si vous allez là-bas avec vos mêmes habitudes, on va vous chasser pareil. Écrivez ça. Si vous allez là-bas avec vos mêmes habitudes-là, que décrit le président Mahamat Idriss Déby Itno, que décrit le premier ministre Ousmane Sonko, qu'on décrit et décrié les présidents du Mali, du Burkina, du Niger et beaucoup d'autres chefs d'État africains, intellectuels, peuples et consorts, si vous allez là-bas avec les mêmes réflexes, les conséquences seront les mêmes. Peut-être même elles seront encore plus rapides et plus fatales. Parce que ces peuples ont une tradition de résistance encore plus fraîche, encore plus spontanée que les peuples avachis sous le néocolonialisme et l'impérialisme français. Voilà, mes chers amis, voici les propos tenus par le chef de l'État français à l'égard
de la politique africaine de la France et en particulier à l'égard des intellectuels panafricanistes. Je tenais à revenir sur ces propos pour lui montrer que nous avons compris que ce sont des propos qui nous visent et que nous avons de la ressource pour lui répondre sur le terrain de l'argumentation. Sur le terrain de l'argumentation. Les panafricanistes sont au service de l'émancipation de l'Afrique, pas de la Russie, pas de la Chine. Ils sont au service de l'émancipation de l'Afrique. Et le panafricanisme est né dans les diasporas africaines d'Amérique, d'Europe. Il est né de cerveaux et de plumes de très haute valeur, de très grande qualité, issus des plus nobles et des plus prestigieuses universités du monde occidental. Le panafricanisme tel que nous le défendons pour notre part aujourd'hui, nous le défendons avec le meilleur de nos capacités, non seulement acquises et reconnues par les universités africaines et occidentales, mais acquises par le travail intellectuel, le travail conceptuel, le travail militant, le travail activiste, le travail historique, le débat, la confrontation. Nous ne créons pas le débat et la confrontation. Les panafricanistes qui se battent pour l'émancipation totale de l'Afrique ne sont pas des faux. Les faux sont ceux que vous avez rassemblés à Montpellier pour vous flatter et qui vous ont demandé de leur donner 30 millions pour fonder un institut de la démocratie à partir de l'Afrique du Sud. Ce sont eux, les faux panafricanistes. Les inconnus au bataillon du panafricanisme. Ce sont ceux-là que vous avez rassemblés en octobre 2021 à Montpellier parce que cela était compatible avec vos vues. Et que cela ne contestait pas votre volonté de réorganiser le dispositif d'exploitation néocolonialiste du continent africain. Nous sommes honorés que vous reconnaissiez que c'est nous qui sommes opposés au néocolonialisme français. Si c'est ce que vous avez reconnu, comme c'est ce que vous avez reconnu, nous le considérons comme une consécration. Oui, nous sommes opposés au néocolonialisme français, mais pas au peuple français. Oui, nous sommes opposés à l'impérialisme d'où qu'il vienne en Afrique, mais pas à un peuple d'où qu'il vienne. Oui, nous ne cherchons pas à obtenir un brevet d'intellectualité du président de la République française, car ce n'est pas sa responsabilité. L'intellectualité, le brevet en est attesté dans le rapport historique à l'émancipation du peuple. C'est le peuple lui-même, c'est l'Afrique elle-même qui doit nous reconnaître comme ses intellectuels. C'est la France qui doit reconnaître ceux qui servent la vie des idées, la vie critique, ceux qui sont les objecteurs de conscience, ceux qui sont porteurs d'innovation. C'est le peuple français qui peut reconnaître ces intellectuels. Nous ne pouvons pas accepter, Monsieur le Président Macron, que vous vous placiez sur un piédestal intellectuel face à nous. Car vous ne le méritez pas, le piédestal intellectuel face à nous. Vous êtes le Président de la République française, c'est votre fonction, que le peuple français vous a attribuée pour quelque temps. Restez-y, tant que vous le pourrez. Mais ne vous aventurez pas à venir opérer une classification dans l'intelligentsia africaine, pour laquelle, intellectuellement parlant, vous ne comptez pas. Je vous dis la vérité. Je sais que vous n'aimez pas la vérité et qu'à la vérité, vous répondez par des coups. À la vérité, vous répondez par des sanctions. À la vérité, vous répondez par des persécutions, des traques. Mais, Monsieur le Président, nous sommes maintenant des millions d'Africains qui pensent ce que je vous dis et qui disent comme je pense. Vous ne pourrez pas nous faire taire. Nous avons déjà gagné la bataille de la pensée. Il ne sera pas possible de faire croire aux Africains qu'être un bon panafricaniste, c'est maintenir l'Afrique sous occupation des troupes néocoloniales étrangères, c'est maintenir l'Afrique sous le CFA, c'est maintenir l'Afrique sous l'ingérence des puissances étrangères, maintenir l'Afrique sous le joug des civilisations, des valeurs de société importées. Vous ne pourrez le faire croire à personne en Afrique. Cette bataille a été remportée. Maintenant, la grande bataille pour l'Afrique, c'est de s'imposer comme puissance dans les relations internationales, d'ouvrir les procès, de condamner les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, de fixer les réparations et de les imposer comme condition du renouveau des relations internationales
afro-européenne, afro-américaine, afro-asiatique. C'est la responsabilité des Africains de réaliser leur liberté. Les Africains ne vous demandent rien d'autre que de rendre, pour ainsi dire, ce que vous leur avez pris, vous en tant que responsable de la continuité de l'État français. Je vous demande, Monsieur le Président Macron, puisque j'ai l'honneur d'être écouté par la cellule africaine de l'Élysée, qui me reconnaît comme un intellectuel panafricaniste, je vous demande de bien vouloir méditer les propos suivants de l'un de vos augustes prédécesseurs. Il s'appelle Monsieur Jacques Chirac. Il va vous formuler d'une manière très claire ce que l'Afrique exige et ce qu'elle obtiendra d'une façon ou d'une autre. Monsieur Chirac, qu'est-ce qu'on oublie souvent dans la relation franco-africaine? Vous avez la parole. On oublie seulement une chose, Oui. c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, Monsieur Chirac. Vous avez été 2 fois élu président de la République française, comme le président Emmanuel Macron. Vous connaissez parfaitement la France-Afrique, dont vous étiez un grand acteur. Puisse le président Emmanuel Macron méditer humblement, modestement vos propos et sauver ce qui reste de sa politique africaine, car pour l'essentiel, reconnaissons qu'elle est un échec incontestable. Je l'ai montré, il n'y a aucune affirmation sur l'Afrique qui n'ait pas été contredite par des faits. J'espère que je l'ai fait devant vous. C'est pas difficile, n'est-ce pas? Il suffit d'être honnête. Vous n'avez sur l'Afrique, là, sur ce que vous avez dit sur les panafricanistes, ce que vous avez dit sur les relations franco-africaines, vous n'avez pas dit la vérité. Et en tant que philosophe, je me réjouis de vous avoir, eh bien, rigoureusement, vigoureusement, clairement, contredit. C'est cela, penser. Penser, c'est pouvoir dire non. Les propos d'Emmanuel Macron lors de la conférence annuelle des ambassadrices et des ambassadeurs ont suscité une onde de choc à travers l'Afrique, marquée par une forte indignation. L'idée que la France, en déployant ses troupes en Afrique, aurait mérité des remerciements et que son intervention serait à l'origine de la souveraineté des pays africains a créé une polémique profonde. Dans ses propos, Macron semble minimiser l'engagement historique et souvent sacrificiel des peuples africains, qui ont été au cœur de nombreuses luttes, notamment lors des 2 guerres mondiales. En affirmant que la France a offert sa protection, il semble ignorer la réalité complexe des relations postcoloniales et le sentiment croissant de souveraineté des nations africaines, qui souhaitent gérer leur sécurité et leur avenir sans l'ingérence de puissances étrangères. Les propos d'Emmanuel Macron lors de la conférence annuelle des ambassadrices et des ambassadeurs ont suscité une onde de choc à travers l'Afrique, marquée par une forte indignation. L'idée que la France, en déployant ses troupes en Afrique, aurait mérité des remerciements et que son intervention serait à l'origine de la souveraineté des pays africains a créé une polémique profonde. Dans ses propos, Macron semble minimiser l'engagement historique et souvent sacrificiel des peuples africains, qui ont été au cœur de nombreuses luttes, notamment lors des 2 guerres mondiales. En affirmant que la France a offert sa protection, il semble ignorer la réalité complexe des relations postcoloniales et le sentiment croissant de souveraineté des nations africaines, qui souhaitent gérer leur sécurité et leur avenir sans l'ingérence de puissances étrangères. Le discours de Macron, loin de renforcer l'amitié entre la France et l'Afrique, semble exacerber un fossé de méfiance et de frustration. Franklin Nyamsi, ainsi que d'autres commentateurs et responsables africains, ont raison de dénoncer une approche qui méprise l'autonomie et la dignité des peuples africains. L'Afrique ne demande ni une reconnaissance tardive de son rôle historique, ni de faire preuve de gratitude envers une ancienne puissance coloniale. Ce dont elle a besoin, c'est de respect, de véritables partenariats basés sur l'égalité et la coopération,
loin des pratiques néocoloniales et de l'ingérence. En conséquence, la France doit réévaluer son approche et comprendre que l'Afrique d'aujourd'hui est maîtresse de son destin.